Bonjour Caroline, moi je suis Astrid et je travaille pour la société Pernod Ricard en tant qu'ambassadrice Lillet. Donc c'est un travail qui combine à la fois l'événementiel et la communication. D'accord, super. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus tes missions dans ton boulot? Parce que c'est vrai qu'il y a un côté, comme tu disais, un peu marketing, communication. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? C'est ça. En fait, la différence d'un ambassadeur contrairement à un commercial, en fait, c'est que le commercial va vouloir vendre un maximum à des potentiels clients ou consommateurs d'ailleurs, alors que l'ambassadeur va vouloir faire acheter. Et c'est là toute la différence. Parce que si tu fais acheter quelque chose à quelqu'un, normalement, c'est qu'il est convaincu par ton produit et que c'est pas juste un one shot. Et donc ça, c'est tout le nerf de mon travail, en fait. C'est tout le nerf de la guerre du travail d'un ambassadeur. Et quelle que soit la marque, d'ailleurs, hein, pas forcément pour des spiritueux, mais de manière générale. Donc ça, c'est mon travail. Et ça passe par tout un tas de choses. Donc, comme je te disais, l'événementiel. Mhm. Par exemple, c'est à moi de démarcher des événements où il y a ma cible. Ça passe par des tout petits événements à moins de 10 personnes, à des événements d'envergure, type des défilés de Fashion Week, ce genre de choses. Ma collègue qui est sur Paris fait tous les ans le défilé Etam, par exemple. D'accord, ok. Pour te donner une référence, moi, je fais tous les ans les 2 défilés du printemps D'accord, ok. pour les tendances, donc automne-hiver et printemps-été, encore une fois, pour vous donner grosses entreprises avec qui je travaille, ou Sephora aussi, par exemple. Ça marche super bien pour les lancements de nouveaux produits, nouvelles collections et les soirées prestige. Et à côté de ça, j'ai tout le job communication. Donc, c'est-à-dire que sur ma région, donc le Grand Ouest, c'est à moi d'animer les réseaux sociaux. Donc, en organisant des événements plutôt digitaux, pour le coup, où j'invite des influenceurs ou des RP, donc des relations presse, ce genre de choses. Et au-delà de ça, je suis ponctuellement appelée au siège pour faire de la communication au niveau national, où D'accord. on s'accorde avec le trade marketing, le marketing et les autres ambassadeurs pour lancer des plans de com au niveau national et que ça s'accorde avec toutes les régions parce que les régions n'ont pas forcément les mêmes typicités de consommation ou ce genre de choses, tu vois. Par exemple, à Strasbourg, pour le produit Lillet, ils sont très, très axés mixologie, contrairement à Marseille où ça ne l'est pas. Ça fait 2 ans que je suis chez Lillet. Ça fait tout pile 2 ans, tu vois. Je suis rentrée en mai 2018, Ah ouais. non, mai 2020. Donc, un cycle d'ambassadeur, en général, on estime que c'est 3-4 ans. Est-ce que tu peux me décrire un peu plus ton parcours? Tu dis que ça fait 2 ans, du coup, tu es chez Pernod Ricard, là. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait? Ouais, bah, j'étais à l'école avant, en fait. Donc, j'ai fini mon lycée, j'ai eu mon bac S. Ensuite, j'ai fait une double licence histoire et sciences politiques à Rennes, D'accord. que j'ai eue. Ensuite, je savais que je voulais me réorienter en commerce, sauf que lorsqu'on fait Sciences Po, ils te demandent une certaine remise à niveau. Donc, j'ai passé en 2 ans une licence d'éco-gestion. Ensuite, je suis entrée à l'IAE et j'ai fait un master en diagnostic et management des organisations et ensuite un master 2 management et commerce franco-américain. Donc, grosso modo, en fait, la première année, ils te donnent toutes les clés pour manager et créer ton business en France et la deuxième année, c'est aux États-Unis. Ok. J'avais que des enseignants américains qui venaient me faire des cours, donc c'était totalement immersif, c'était top. C'est hyper Voilà. Et du coup, à la fin du master 2, comme tous les étudiants, ils te demandent de trouver un stage de 6 mois. Et moi, je me suis dit, tiens, Pernod Ricard, c'est vendeur, c'est accrocheur, ça me parle, tu vois. Donc, j'ai postulé. J'ai postulé en direction régionale, donc là où je suis, et au siège, j'étais prise en direction régionale. ok. Donc, voilà, et en CDD directement, parce que quand tu travailles dans l'alcool comme dans les cigarettes et que tu es sur le terrain, c'est pas terrible chez des stagiaires. Ok. Bah, Et à super. l'issue du CDD, ils ont eu la gentillesse de me prolonger en CDI. Et voilà. Une belle aventure, en tout cas, directement comme ça, sortir des Ok. études, puis trouver un emploi qui te plaît en plus. Ouais, C'est ouais, ouais. la chose suivante, du coup, c'est plus sur ce qui t'a donné envie de faire ce métier au final. Est-ce que c'était un peu le hasard qui t'a mené dans cette branche-là ou est-ce qu'au final, tu avais vraiment cette envie depuis le départ de travailler dans la communication, l'événementiel ou t'avais... Bah, j'aime beaucoup tout ce qui est comme événementiel, ça c'est une certitude. Et avant d'entrer chez Pernod Ricard, en fait, j'étais trésorière
à moitié présidente d'une association qui organisait des séminaires et des événements sportifs. Donc, Ok. en fait, là-dessus, a priori, je maîtrisais un minimum le sujet. Et au-delà de ça, je voulais absolument travailler dans une grosse entreprise parce que moi, j'aimerais bien aller bosser à l'étranger, un de ces quatre, alors dans un avenir à moyen terme, j'espère. Et quoi de mieux que de trouver une belle entreprise du CAC 40, notamment Pernod Ricard, pour avoir des belles opportunités dans les années à venir, s'ils veulent de moi et si je veux toujours d'eux. Euh, Ça va mais pas dans vite. l'idée, c'était ça, en fait, le truc. Et aussi parce que Pernod Ricard, c'est un des fleurons quand même de l'entrepreneuriat français, mine de rien. C'est comme Michelin, c'est des très, très belles entreprises qui parlent au public, C'est ça. euh, où le bien-être est super important. Et donc, ça me parlait vraiment très, très bien. Donc voilà, au-delà du fait qu'ils ont une très belle approche internationale, je trouve que se sentir épanoui au sein d'une entreprise, c'est presque encore plus important que de se sentir épanoui au sein de son métier. Ou en tout cas, l'un ne va pas sans l'autre. C'est impossible. C'est aussi un de mes tips s'il y a quelqu'un qui cherche du travail. Regardez d'abord si l'entreprise vous correspond avant de vous dire que c'est le métier de vos rêves, parce que si, si ce n'est pas le cas, en fait, ça ne va pas bien se passer du tout. Ça, c'est une certitude. Donc voilà. Ok. Après, ça va rejoindre un peu la question suivante qui était qu'est-ce que tu aimes dans ton métier en fait? Tout, en fait, c'est la pluridisciplinarité du métier, puisque tu fais de la com, tu fais de l'événementiel, tu fais du RP, euh, tu travailles en même temps avec le siège, tu vois, tu découvres des personnes qui sont fantastiques. Euh, c'est génial, t'es toujours dans le mouvement, tu es toujours dans la procréativité, proactivité. Tu peux pas être passif parce que quand tu es générateur de com et d'événementiel, tu peux pas attendre que ça tombe tout cru dans ta bouche. C'est pas possible. C'est pas possible. Et ça, c'est vraiment cool. En tout cas, quand tu as 27 ans, c'est vraiment très, très cool. Peut-être que quand on a 59 et que tu es à 3 ans de ta retraite, tu n'as plus envie de faire ça. Mais à l'heure actuelle, moi, j'adore ça. Qu'est-ce que j'aime dans mon métier aussi? Mon équipe, elle est géniale. Parce qu'on est plusieurs ambassadeurs sur le Grand Ouest à œuvrer, mine de rien. Mhm. Et, et au-delà de ça, j'ai un chef et j'ai un chargé de com qui sont super. Euh, Encore une fois, oui, le bien-être en entreprise est super important. Donc, si déjà tu ne t'entends pas si bien que ça avec ton équipe, c'est un peu dommage parce que si tu n'as pas une bonne synergie de base entre les équipiers, comment veux-tu que ça se ressente sur le terrain? C'est compliqué. Les aspects négatifs, au contraire, ce serait plutôt quoi dans ton métier? Bah, c'est facile, les horaires. En tout cas, moi, je ne considère pas ça comme un aspect négatif parce que je suis plutôt couche-tard que lève-tôt. Mhm. Il faut bien des défauts quand même dans cette affaire. Mais donc, pour la plupart des gens, je pense que ça serait les horaires parce qu'effectivement, quand tu es en événement, Mhm. tu rentres rarement chez toi avant minuit, 1 heure du matin, Ouais. voire plus tard. Mhm. Lorsque je vais sur Nantes, par exemple, et que les événements s'éternisent un peu et que tu dois un peu ranger, ce genre de choses, et revenir du coup de Nantes, ça peut facile arriver à 2-3 heures du matin. Mais c'est pas grave, hein, faut pas vous dire que je fais des journées de dingue. Hein. Je vais pas commencer ma journée à 7 heures si je sais que je finis à 3 heures, c'est pas la peine. Enfin, il y a un moment, c'est donnant-donnant aussi. Mhm. Euh, donc, euh, donc ouais, peut-être les horaires quand même. Ok. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut faire ce métier précisément? De se donner à fond, Mhm. parce que comme tu es au contact consommateur/client en permanence, ça se ressent en fait si tu n'aimes pas ce que tu fais ou si tu ne te donnes pas à fond. Et c'est là le travers du métier, en fait, c'est que comme tu es ambassadeur de marque et d'une seule et unique marque, les gens identifient la marque à toi, ils la personnifient. Mhm. Et si tu as le malheur de ne pas être à fond le jour où ils te rencontrent, ou en tout cas de ne pas être d'une amabilité transcendante ou d'être ultra occupé, de les envoyer un petit peu bouler parce que c'est humain, tout le monde, personne n'est parfait, hein. Mhm. Et ben, faut faire super attention parce que malheureusement, encore une fois, tu personnifies la marque et c'est un vrai problème dans le sens où tu renvoies une image négative de la marque. Donc attention, c'est un job qui demande beaucoup de savoir-être, de savoir-vivre, de volonté et de motivation. Parce que voilà, mais
comme dans beaucoup de métiers, en fait. Imagine, tu vas au resto et le serveur est pas aimable. Tu as envie de revenir? Bah non, Mmh. bah non, bah C'est non, bah logique. non. Mais c'est comme dans tout, hein. Tu vas acheter, une fringue dans ton magasin, dans ta marque préférée, s'il y a 2 boutiques, dans le centre-ville de Rennes, bah, s'il y en a une, la vendeuse est pas aimable, tu y retourneras pas. Mais c'est humain. Donc voilà et le problème quand tu es ambassadeur, c'est que c'est multiplié Mmh. par 1000, ce sentiment dans le sens où si on prend l'exemple de Lillet, imagine tu me rencontres à un événement, 2 événements, 3 événements et à chaque fois malheureusement pour moi, je suis dans le jus et je prends pas le temps de discuter avec toi. Est-ce que tu auras envie de consommer mon produit et surtout de le racheter derrière? Bah, absolument pas. Voilà, bon. Ensuite, quand tu es ambassadeur, normalement, tu es d'un naturel avenant et plutôt sociable. Donc normalement, tu prends pas trop non plus sur toi, mais il faut faire attention parce que dans les périodes de grosses activités comme normalement c'est, de avril à juillet, Mmh. tu peux facilement te laisser dépasser par la fatigue et ce genre de choses et c'est là où ça devient un problème parce que, encore une fois, c'est humain quand on est fatigué, personne n'est forcément au top de ses capacités et de son amabilité donc faut faire attention. Mais c'est le seul, vraiment pour moi, c'est le gros point de vigilance Mmh. et ensuite, si on parle vraiment du métier en tant que tel, il faut être ultra organisé et surtout être, tu sais les petits mots que tu mets dans ton CV qui marchent super bien, il faut être problem solver. Non, mais c'est vrai, parce que Ouais, le problème de l'événementiel, c'est que ça se passe jamais comme tu veux. Tu auras toujours un truc qui coince quelque part, pour X ou Y raison. Finalement, j'ai pas de glace. Finalement, il m'a pas prévu de trouver une verre. solution. Finalement, blablabli, blablabla. Alors que c'était vu en amont, mais peut-être que ton interlocuteur a mal compris ou a tout simplement oublié. Une fois, je me suis pointée à un événement, je te dirai pas avec qui, où on avait négocié du Lillet et du champagne et ils avaient oublié le champagne. Tu vois? Donc, Faut mais c'est pas de ta faute, ça. Empêcher quoi, ouais. C'est juste une étourderie de la part de ton client. Donc, il faut trouver des solutions à ce moment-là. Effectivement, il faut, c'est impératif, être problem solver et être ultra réactif dans ta manière d'anticiper les choses. En fait. Est-ce que tu as Voilà. un souvenir à nous partager dans ton métier, un souvenir marquant en fait? Euh, je pense que l'événement que j'ai préféré, c'était à la fête de la musique Mhm. 2019. Ok. Chez David de chez Blush. Tu te souviens de Blush ou pas? Mhm. Donc, rue du Chapitre, il a fermé en décembre. On a fait un événement énormissime. Il avait recouvert sa façade de ballon rose, c'est superbe, franchement. Mais allez voir son compte sur Insta, où je suis sûre qu'il y a des photos qui traînent sur Internet. C'est sûr, ouais, C'était les ballons. super beau. Ouais. Il avait embauché une DJ qui était géniale. Franchement, ça rendait mais trop trop bien. Tu vois, le problème de la fête de la musique, c'est qu'en général, on voit la chose comme très peu qualitative parce que c'est vrai que malheureusement, au bout d'une heure ou deux, tu as déjà des problèmes qui se créent, pour rester tout à fait poli. Euh, mais chez David, c'était qualitatif, c'était beau, c'était top. C'était vraiment, vraiment top. Et David est une super belle personne, donc non, c'est ouais, un de ça, c'est sûr, c'est un de mes plus beaux événements. Et aussi le premier où j'ai été invitée lorsque j'étais sur le processus de sélection pour être ambassadrice. Mon actuel chef m'avait invitée au défilé du printemps, donc printemps-été 2018, c'était au mois de mars. Et c'était super chouette parce que là, tu vois, tout le monde de paillettes et tout l'aspect organisation qui est au top, mais tu ne te doutes pas de ce qu'il y a derrière. Et là, forcément, c'est vendeur. Tu dis, bah oui, moi aussi, je veux faire ça. Mais forcément que je veux faire ça. Donc, c'était très J'ai chouette aussi envie. Bah à ce oui. niveau-là. Un peu plus dans le futur maintenant, est-ce que tu arrives à imaginer un peu l'avenir du métier d'ambassadeur? Parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de digital, toutes les technologies qui arrivent dont on nous parle. Est-ce que tu arrives à imaginer à quoi ça peut ressembler l'avenir du métier d'ambassadeur? Ouais, c'est un métier qui évolue en permanence parce que entre le moment où j'ai été embauchée et on m'a présenté les guidelines du métier et maintenant,
franchement, tu as une évolution, je vais pas dire que tu as un virage à 360 degrés, c'est pas vrai, mais au moins 90. Au moins 90. Je pense que dans les années qui vont venir, alors là, je te parle du job d'ambassadeur et de représentant de marque en tant que tel et pas spiritueux, hein. Ok. C'est qu'on soit bien d'accord. Je pense qu'ils vont davantage axer les événements premium avec fort potentiel digital. Mhm. Ça, c'est une certitude. Quitte à faire moins, mais mieux. Mhm. Parce que le problème d'une marque, quand tu lances une marque, c'est qu'en général, tu veux arroser partout pour la faire découvrir le plus vite possible. Et c'est normal. Sauf que si tu veux la faire perdurer, il faut quand même créer des trucs qualitatifs autour parce que tu te dis sinon c'est toujours la même chose. Donc je pense que tu auras aussi un panel créativité qui va être beaucoup plus mis à l'honneur en termes de diversité d'événements ou de séminaires ou de je ne sais quoi d'ailleurs. Encore une fois, c'est de manière générale pour un ambassadeur pas spirituel. Et ensuite, moi, je pense que ce qui marche bien, en général, c'est l'association de marques. Alors, je ne te parle pas de, par exemple, associer Lillet avec une autre marque de spiritueux, mais j'ai fait, il y a 1 an et demi, 1 an, une soirée avec la marque Michel et Augustin, Ok. tu connais, Oui, bien sûr. qui est une très jolie marque. Mm. Nos cibles respectives se recoupent. Et je trouve que c'est en se couplant avec des marques où a priori, on a les mêmes cibles et ou les mêmes buts, que ça travaille, où tu t'apportes en fait des consommateurs mutuels, des clients mutuels, et où tu crées un vrai truc. Parce que malheureusement, si tu fais, là pour le coup, je grossis le truc, mais si tu fais une soirée Lillet que pour faire une soirée Lillet, les gens vont retenir, ok, c'était cool, mais si tu peux apporter un truc en plus, Ouais. t'associer à une autre marque, là, tu vas avoir un autre impact sur le long terme, en fait. Ça sera pas juste, ouais, j'ai passé une super soirée il y a 3 jours et tu leur parles dans 2 mois, ils se souviennent plus. Faut pas que ça se passe comme ça. Et je pense que c'est en s'associant avec des marques comme ça, qui ont à peu près la même image, parce que Michel Augustin, c'est à la fois connu et craft, artisanal, Ouais. tout comme il est. Je te prends ça comme exemple, mais on pourra en prendre d'autres. Donc, je pense ouais, que l'avenir, il faut songer à effectivement faire des associations. Ensuite, ça, c'est des idées que je lance, hein. Je t'avoue que je n'ai pas trop réfléchi parce que ça vient tellement naturellement. En fait, c'est en tentant des trucs que toi-même, tu fais grandir ton métier et que tu le fais évoluer et en t'inspirant de ce que tu peux lire, de ce que tu peux voir, d'où tu vas, parce que ok, quand tu es ambassadeur, tu sors beaucoup, tu fais beaucoup d'événements, mais dans l'idée, il ne faut pas que tu fasses que des événements liés. Il y a des moments où je sais que en période normale de travail, sur 5 journées travaillées par semaine, en grosse période, j'ai au moins minimum 3 soirs de bouquet, Ouais. minimum de chez minimum. Euh, mais en moyenne saison, on va dire, donc je sais pas moi, mars-avril par exemple, tu vois. Euh, Mettons, si j'en ai 2, je vais me débrouiller pour être 2 soirs dehors pour aller dans des événements où c'est pas moi qui organise, mais c'est pour déjà aller rencontrer des nouvelles personnes et puis voir ce qui se fait sur le terrain aussi, parce que sinon tu te renouvelles jamais. Et c'est aussi l'occasion de proposer tes services, de proposer ton produit, de te faire connaître. Enfin, c'est de la com, quoi. Mais c'est important aussi de savoir s'octroyer du temps. Pas forcément pour aller voir ce que fait la concurrence, mais voir ce qui se fait ailleurs. Mhm. Donc voilà. Mm. Ok. Voilà, voilà. Je vais te demander maintenant quels conseils tu donnerais plus généralement en fait aux personnes pour trouver leur voie, pour trouver leur orientation, pour savoir ce qu'ils veulent faire plus tard comme métier. Euh, c'est une bonne question. Alors, si tu veux tout savoir, quand j'étais au lycée, je voulais absolument être ophtalmo. Rien à voir. On est d'accord? Rien à voir. Euh, les choses ont fait que je n'ai pas pu devenir ophtalmo tout simplement parce que
j'étais pas plus fan que ça d'une certaine matière scientifique et c'est un peu bête. Ok. Donc je suis allée chez un psy je sais plus comment ça s'appelle ce test, t'as pas beaucoup de psys qui le font en France, te dit naturellement en fait tes capacités cognitives elles tendent vers quoi? Ah, ok. Tu passes une journée complète à faire des tests, mais tout n'importe quoi. C'est des tests de logique, de réactivité, de langue, d'intuition, mais tu as tout n'importe quoi dedans. Et à la fin, ils m'ont dit, le psy m'a dit, bah, Astrid, écoute, tu as une tendance très facile pour tout ce qui est rédactionnel, communication. Euh, tu as une curiosité scientifique qui est naturelle. Bon, là, pour Lillet, ça se ressent pas, ça se ressent pas forcément, mais voilà. Et il y avait d'autres points comme ça, et c'est pour ça que je me suis dirigée vers Histoire Sciences Po, entre autres. Et, et ensuite, ça vient naturellement, en fait, au fur et à mesure des stages, tu vois ce qui te plaît, tu vois ce qui te plaît pas. Quand j'étais en Histoire Sciences Po, j'ai fait un stage à l'Assemblée nationale, j'ai fait un stage à Jersey au ministère des Finances, Mhm. j'ai fait un stage en PME. Et en fait, tu vois déjà si tu veux travailler dans le public ou dans le privé, Mhm. parce que c'est pas du tout les mêmes manières de faire. Encore une fois, un environnement professionnel, c'est super important. Donc, faut pas oublier ça. Euh, et ensuite, j'ai fait éco-gestion et j'ai refait des stages, tout pareil. Alors, en M1, M2, bah forcément, j'en ai refait. Mais si j'ai un conseil vraiment à donner, faut pas vous mettre la pression. Mon Dieu, je sais que dans ma vie, je veux être ambassadrice car et ce sera rien d'autre. Faut pas se dire ça. Faut pas se dire ça. Il faut juste se donner un petit peu de temps lorsqu'on est étudiant. Il n'y a rien qui presse. Vous avez tout le temps pour faire des stages, pour découvrir ce que vous aimez, dans quel type d'entreprise ou de société, enfin de structure publique vous voulez évoluer, euh, quel type d'horaire aussi vous conviennent. Est-ce que vous êtes plus à vouloir évoluer type start-up, genre comme à San Francisco dans la Silicon Valley où tu peux arriver à 10h mais tu repars à 21h et tu bosses depuis ton canapé. Enfin, c'est tout un cheminement à construire. Ça ne se fait pas en 6 mois, je suis désolée de vous le dire. Et une fois que vous êtes sur le terrain et que vous pensez avoir trouvé votre job de rêve, n'oubliez pas que l'humain change, l'humain évolue et que ce job de rêve ne vous conviendra peut-être plus d'ici 10, 15, 20 ans et c'est pas grave et c'est normal. Mhm. Donc avant tout, vous ne mettez pas une grosse pression là-dessus. Effectivement, la société, vos parents, vos amis, alors tu veux faire quoi plus tard? Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Juste laissez-vous le temps de vivre, mais faites des stages, étoffez votre CV, découvrez des choses, voyagez. Je pense qu'il faut juste vous poser les questions, est-ce que je veux bosser en France ou pas? Euh, Est-ce que je veux avoir des horaires ultra fixes ou pas? Tous les petits trucs comme ça, en fait, pas forcément de fond, mais de forme. Mhm. Déjà, une fois que tu as déjà calé la forme, tu vois quels métiers peuvent te convenir, je pense. Et ensuite, c'est à toi de te dire, bon, bah, dans ces cas-là, je veux faire ça ou ça, en tout cas tenter. Quel métier finalement tu voulais faire plus jeune? Tu parlais de vouloir être ophtalmo et en fait tu montres aussi Ouais, que finalement bah, ce qu'on a en tête au début c'est pas forcément ce qu'on fait plus tard. Donc, c'est ça, c'est ça. En fait, si je veux être totalement transparente avec toi, au collège, de la 6e à la 3e, je voulais bosser. Tu te dis, la fille, elle est pas, comment on dit, ça part dans tous les sens dans sa tête. Je voulais absolument travailler en tant qu'archéologue, mais plus dans tout ce qui est langue morte, tu vois. Donc, je sais pas si tu connais la pierre de Rosette, c'est une pierre où tu as 3 langues dessus, 3 langues mortes. Tu as du latin, du grec ancien et du perse, je crois. Et bien moi, je voulais bosser que sur ce genre de choses, donc tout ce qui était bas-relief, inscription, par exemple, en Égypte, en Grèce et tout. Je voulais faire plein de trucs comme ça. wow. Ok, bon, ça c'était au collège. Euh, et j'ai fait latin et tout, et j'aimais beaucoup. Ensuite, je me suis dit, non, 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 je vais pas faire ça. Et au lycée, plus ça allait, et encore une fois, ce que je te disais, j'ai une curiosité scientifique assez naturelle. Euh, je voulais absolument être ophtalmo. Ça me passionnait. Au-delà du fait que j'ai des lunettes et que j'ai des sérieuses pathologies aux yeux, faut le dire,
et que du coup, j'ai voulu comprendre le pourquoi du comment. Je trouvais ça mais trop intéressant et le corps humain et tout, je trouve ça génial. Et ophtalmo, ça me parlait plus qu'une autre spécialité et bon, au final, ça s'est pas fait et voilà, et j'ai fini ambassadrice Lillet chez Pernod Ricard. Donc mais pendant un temps, j'ai pensé, mais ça rejoint un peu ambassadrice de marque, sur le fond. Je voulais être assistante, attachée parlementaire ou attachée ministérielle. Ce que j'ai fait en stage, j'étais attachée ministérielle, à Jersey. C'est trop cool. C'est trop, trop cool. J'ai trop aimé. C'est compliqué de se trouver une place, en CDI, en attaché ministériel, par contre, je te le cache pas. Donc on commence par ambassadrice Lillet et ensuite on verra. Est-ce que tu peux nous dire, par exemple, juste tes réseaux sur lesquels on peut te suivre ou sur lesquels on peut te retrouver, s'il y a des personnes qui ont des questions ou qui veulent s'intéresser plus à Ouais. ce que tu fais? Sur Instagram, c'est @rose comme la couleur comme Rennes, comme la ville. Oui, vous pouvez me contacter sur Instagram, il n'y a pas de souci. Sur Facebook, non, c'est un Facebook perso. Donc, et sur TikTok, je ne me suis pas encore lancée. Pas pour l'instant. Pour votre plus grand malheur, je ne me suis pas encore lancée sur TikTok, navré. Et voilà.